Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel enregistrement de webinaire avec Elodie. On est sur les webinaires en direct et aujourd'hui nous allons évaluer un petit peu la position RH auprès des travailleurs en situation de handicap. Bienvenue Elodie, je vais te laisser te présenter, nous présenter tes missions actuelles et nous allons après échanger ensemble. Merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Elodie Faure. Je suis la fondatrice de la société Momentera, qui est une structure de conseil en stratégie RH et en développement de la compétence. J'ai un parcours de 25 années en RH, comme vous toutes et tous, à la fois sur des missions généralistes et opérationnelles, type RRH, et sur des missions de spécialistes en développement, talent et compétences. J'ai œuvré dans différentes structures, des PME jusqu'à la grande entreprise, qui avaient donc des contextes et des organisations très différentes. Et ça positionne aussi la question du handicap différemment. Et quand Anne-Sophie m'a proposé de venir co-animer avec elle ce webinaire, je me suis dit que c'était finalement une bonne opportunité que de vous transmettre mon vécu, mon expérience, au travers d'histoires vraies de collaborateurs et de mon vécu de RH. Et peut-être pour commencer, Anne-Sophie, si c'est OK pour toi, la première impression que j'ai envie de vous partager, c'est celle que j'ai eue quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes premières armes RH, et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là, et que j'ai appris qu'il y avait une obligation sur le handicap. Et là, je me suis dit, waouh, quel est finalement le cadre légal, quelle est l'obligation, quelles sont les intentions que je peux mettre, où est la frontière. Et donc peut-être qu'on peut démarrer par ça, si ça te va, Anne-Sophie, pour nous dresser un portrait de ce cadre. On va redéfinir un petit peu le cadre légal. Donc, OETH, déjà, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, moi, j'aime pas on dit travailleurs handicapés, mais travailleurs en situation de handicap. C'est bien la situation qui nous met avec ou non un handicap. Et on a quelques lois qui viennent régir tout ce cadre-là. Donc la première loi, elle date de 1987 et c'est cette loi qui définit le statut de travailleur handicapé. On en avait une autre auparavant dans les années 50, mais elle n'a pas donné lieu à beaucoup de changements. Donc 87, c'est le statut de travailleur handicapé. Et en 2005, on a la loi handicap qui a défini que le handicap, tous les travailleurs en situation de handicap étaient égaux dans toutes les chances vis-à-vis de la vie sociale, professionnelle et personnelle. Et donc du coup, cette égalité des chances aujourd'hui, elle se définit par l'accès à n'importe quelle, mission salariale quand on prend le travail avec des aménagements de poste, des choses comme ça s'il y avait besoin qu'on verra un peu plus tard. Donc l'OETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est à partir de 20 salariés, 6% de la masse salariale. Et à partir du moment où on a passé les 20 salariés, on a 3 ans pour embaucher une personne en situation de handicap. Pourquoi 3 ans? Ça nous laisse le temps de mettre cette politique handicap en place. Ça nous laisse le temps aussi de réfléchir à l'adaptation au poste. Ça nous laisse le temps de réfléchir à comment je fais un maintien dans l'emploi si j'ai moi-même des salariés qui ont des besoins spécifiques et de prendre en compte aussi avec les partenaires internes et externes qu'on reverra un petit peu tout à l'heure, comment on met en place cette politique handicap, comment on met cet écosystème dedans. Ça veut dire que le pilotage de la politique de handicap, il se fait par la direction, par le service ressources humaines, et là tu viendras compléter derrière, et par aussi tous les partenaires internes et externes. À partir de 250 salariés dans une entreprise, on a l'obligation d'avoir un référent handicap. De nommer, pas forcément en poste à temps plein, mais au minimum de nommer. Souvent, c'est les RH qui prennent cette mission-là, mais il faut avoir en tête que dans les petites entreprises, si on veut que ça fonctionne comme il faut, souvent on va nommer, on va charger quelqu'un d'une mission handicap et on va mettre en place des stratégies, du pilotage, de l'organisation pour adapter les postes, pour adapter l'accompagnement en emploi, pour maintenir l'emploi aussi. Et ça se fait en interne avec tout cet écosystème, les managers, les travailleurs, le CSE. Et on va le faire aussi avec tout l'écosystème externe qui va être la médecine du travail, Cap Emploi, qui sont des partenaires vraiment primordiaux dans la mise en place de ces formations-là.
faut avoir en tête que, souvent, il y a des entreprises qui souhaitent maintenant, aussi, mettre le référent handicap de façon externalisée, ces missions-là. Mmh. Et ça permet aussi de prendre du recul, d'avoir quelqu'un qui vient observer, qui vient proposer autrement et de faire des permanences. Et c'est des missions qui vont permettre et aux salariés et à la direction d'avoir un référent, vraiment qui est là dédié pour eux, que souvent le référent, il est happé par ses autres missions. Et on est vraiment là pour, du coup, réagir à cet écosystème qui devient accessible. Est-ce que toi, dans ton parcours, Élodie, tu aurais une vision de cet écosystème avec des actions, des choix que tu aurais fait de mise en place stratégique derrière? Bah, alors déjà la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est la nécessité d'aller à la rencontre de cet écosystème qui est quand même très large, tu l'as dit, il y a l'interne, il y a l'externe. Alors l'interne, en général, on le connaît mieux, hein, les managers notamment et puis, les référents. Mais je vous invite vraiment dans un premier temps à aller à la rencontre de votre écosystème de partenaires externes, pour bien les appréhender et surtout vous dire, mais à quel moment je les sollicite? Et rien que ça, moi, ça m'a demandé un petit temps et je vous partage un tips qu'on m'avait partagé à l'époque en disant, mais en fait, il faut que tes 3 acteurs principaux, par exemple, que peuvent être la GFIP, la médecine du travail, le Cap emploi, si je dois en citer que 3, on m'avait dit, eh ben, en fait, finalement, vois ton AGFIP comme un financeur ou une banque. Donc, en gros, tu le sollicites si tu as des besoins, notamment financiers, d'aménagement et autres. Vois le Cap emploi comme un cabinet de recrutement spécialisé. Et donc, à partir du moment où tu veux mettre en place des choses parce que tu as des postes ouverts, eh ben, sollicite-les pour mettre en place des partenariats éventuellement. Et puis, travaille en fait avec ta médecine du travail. Dès que tu as un doute, tu te poses une question légitime sur une situation d'un collaborateur, tu sais pas bien comment l'appréhender et comment répondre, eh ben, sollicite ta médecine du travail. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, je me souviens que dans les débuts, rien que le fait d'avoir compris comment fonctionnaient ces différents membres d'écosystème, ça m'a aussi permis de voir le handicap différemment, déjà d'en avoir moins peur et je disais tout à l'heure, passer d'un sujet tabou à un sujet qui est un peu stratégique, c'est ça aussi. C'est comment on l'appréhende et on fait en sorte que ça fasse partie de notre quotidien. Et puis, ça m'a aussi permis de me rendre compte que finalement, j'avais du handicap qui était non visible, mais qui était extrêmement présent dans mon entreprise. Et donc, en fait, cet écosystème, de façon, je vais le dire comme ça, mais artificielle, je suis passée de 3% à 7%, mais quasiment sans rien faire, juste en prenant conscience d'eux, en me faisant accompagner et en étant du coup mieux armée pour détecter et accompagner en interne les collaborateurs. Parce que pour le coup, si on parle de notre écosystème interne, il y a nos managers. Notre rôle à nous, RH, c'est de vulgariser tout ce que tu viens de nous partager, Anne-Sophie. En fait, comment les terminologies, on en fait des lectures très simples, comment les lois, on en fait des actions à mettre en place pour nos managers, et c'est ça qui est hyper important, parce que nous, on a besoin de nos managers qui sont les premiers relais auprès des collaborateurs pour actionner. Donc, il y a ça, et il y a aussi comment on rend accessible, et j'ai envie de dire un peu plus... alors sexy, c'est pas le bon terme, mais moins réfractaires nos collaborateurs en situation de handicap. Je pense notamment, justement, quand je suis arrivée et pourquoi on est passé de 3 à 7, parce que finalement, j'ai pu approcher des collaborateurs qui avaient des restrictions médicales uniquement, mais qui se sont avérés être des handicaps. Et donc, enlever cette étiquette de RQTH qui fait peur, qui colle à la peau, où on a l'impression que c'est une empreinte indélébile négative. Comment on est passé de cette terminologie négative à dire oui, mais en fait, ça va juste nous permettre d'aménager ton poste. Et pas de venir te mettre une étiquette qui sera visible de tous. Et en fait, ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est fait parce qu'à un moment donné, tu peux t'appuyer aussi de ton écosystème. Donc voilà peut-être déjà ce que je pouvais vous partager sur la nécessité d'aller les découvrir et de vulgariser un petit peu tout cet environnement pour le rendre plus accessible pour chacun. Et puis pour rebondir à ce que tu dis, j'aime bien cette étiquette qui est visible de tous. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que le handicap, il y a 80% d'handicaps qui sont invisibles et à peine 20%, parce que ça évolue énormément, qui sont visibles. Et Mmh. quand on pense handicap visible, systématiquement, on pense fauteuil, on pense au
pire des cas, un plan cochléaire au niveau des oreilles, parce que ça se voit, ou un bras avec un moignon, des choses comme ça. À aucun moment, on va aller penser à la maladie psychique, la dyslexie, la dysorthographie. On va pas aller penser à la maladie chronique qui fait partie du handicap. Tout On à va fait. pas penser au TOC, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose où faut avoir ce retour d'esprit et où l'information, information, formation et sensibilisation sont trois piliers et pivots aussi qui viennent accompagner vos stratégies et vos pilotages derrière. On va venir sensibiliser les collaborateurs à ce qu'est le handicap. Peut-être ils vont venir se retrouver et du coup on va pouvoir faire un maintien dans l'emploi, recruter en interne des travailleurs en situation de handicap et devenir handicapable, hein, parce on est dans cette stratégie-là, on est capable de rester en emploi ou capable de détenir un emploi quand on est en situation de handicap. Il n'y a pas plus de non-compétence qu'une autre personne. Et derrière, on a aussi la partie maladie professionnelle et maladie invalidante qui, en fonction de cette sensibilisation-là, vont pouvoir venir détecter aussi peut-être des niveaux de handicap et faire reconnaître certains travailleurs. Donc la sensibilisation auprès des collaborateurs, elle est vraiment là pour comprendre le handicap. Pour les managers, on est plutôt sur de la stratégie d'information plus poussée pour comprendre comment je pilote, comment je manage, comment j'accompagne la personne, comment je réfléchis à modifier mes demandes. Voilà, par exemple, faire une réunion avec quelqu'un qui serait autiste. On ne fait pas du tout une réunion de la même manière. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Et derrière, on peut avoir des obligations d'information et autres. Et puis, l'information, nous, on va vous la donner avec de la veille, des systèmes d'information au quotidien pour les RH et les référents handicap, parce que systématiquement la loi évolue, systématiquement les partenaires internes et externes font des évolutions aussi, et ça c'est important d'avoir ces cas d'information et vraiment pouvoir partir sur est-ce que le trouble cognitif fait partie d'un handicap, le trouble psychique, oui, mais comment, à quel degré, comment j'adapte le poste, des choses comme ça. Donc toi, tu as peut-être, sûrement des retours dessus. Ouais, et notamment, ça me fait penser, enfin, tout ce que tu viens de dire, finalement, ça me fait penser à une histoire collaborateur que j'ai vécue, parce que ça touche à la fois, à la base, plutôt de la restriction médicale, ça touche le lien avec le manager, ça touche à un moment donné une adaptation nécessaire. C'était un handicap non visible, enfin ça l'est toujours, non visible, et finalement avec une issue positive. Donc j'ai envie de vous raconter cette histoire-là. Pour le coup, c'est l'histoire de Jérôme. Jérôme, il est employé logistique. Et employé logistique plutôt sur les arrières, donc sur le back-office, donc plutôt administré à tout ce qui est stockage, déstockage, etc. Et c'est un très bon élément. Il est là depuis très longtemps dans l'entreprise. Moi, ça fait 4 ans que je le côtoie, parce que je suis arrivée bien après lui dans la structure. Et je suis sollicitée à un moment donné par son manager qui me dit, écoute, j'y arrive plus à un moment donné avec Jérôme. Il répond pas positivement à une demande que je lui formule. Je lui demande de faire telle exécution de tâche, ça passe pas, il s'y oppose, il refuse, etc. C'est pas du tout dans sa nature. Et le manager me dit, j'aimerais bien quand même que tu puisses le voir, parce que là, j'arrive pas à trouver les mots. Je sens bien que le ton est en train de monter, c'est pas positif, et je comprends pas, quoi. Et pour le coup, quand on repense à l'organisation, depuis 2 semaines à peine, il y a eu un changement d'organisation. Il y a eu un changement d'organisation où on a pris la décision de renforcer la polyvalence des collaborateurs. Et donc de se dire, maintenant, ceux qui sont en back-office vont passer en front-office et inversement. Pourquoi ? Pour qu'ils soient plus polyvalents. Donc c'est quand même une vraie flexibilité pour l'entreprise, il ne faut pas se cacher, mais aussi pour travailler leur employabilité. Ok, bon, ça fait 2 semaines, on n'a pas eu de retour négatif de la part des collaborateurs, mais j'ai quand même ça en tête. Et donc, je le reçois. Et quand je le reçois, au bout d'un certain temps quand même, où je viens creuser ce côté, mais je comprends pas, t'es pas quelqu'un de réfractaire, au contraire, t'es plutôt positif, un grand pro, etc. Mais il se passe quoi ? Et là, il me lâche qu'en fait, il a une phobie
qui est la phobie du client. Et ça, on ne l'a jamais détecté parce qu'en fait, il était toujours sur les arrières en logistique et avec ses collègues, il n'y a absolument aucune difficulté. Et sa phobie du client, en fait, elle est actionnée quand il est face à quelqu'un, qu'il ne connaît pas, qui va lui demander une question, enfin lui poser une question sur un sujet qu'il n'a pas anticipé et ou pour lequel il n'a pas pu préparer sa réponse. Et donc potentiellement le mettre en situation de stress, de difficulté, à devoir trouver et prendre une décision rapide dans un temps donné face à un client. Et quand on passe justement en front, en logistique, c'est qu'on est pour délivrer de la marchandise au client. Donc potentiellement, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une question du client, bref, plein de cas de figure, autant différents qu'on a de clients. Donc une fois qu'on a eu décelé ça, ou bien évidemment, il ne voulait pas que ça se sache, on a échangé avec le manager, donc plutôt à 3 cette fois-ci. Et finalement, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité pour nous parce qu'on avait un autre poste en logistique qu'on avait que très peu exploité jusqu'à présent, qui était plutôt comment on vient servir le client sur un nouveau service, qui est le fait de mettre la marchandise dans son coffre. Il n'y a pas de relation directe, puisque la relation se fait par un autre collaborateur, mais après, il y en a un troisième qu'on voulait mettre en place, qui est de venir mettre la marchandise jusqu'au coffre du véhicule du client. Donc, on a testé ça avec lui. Et pour le coup, ça se passe très, très bien parce qu'en fait, il n'a pas ce contact immédiat avec ces problématiques-là. Et pour autant, on est venu développer son employabilité. Donc, comme quoi, d'une problématique a priori managériale entre collaborateurs et managers, on a fait une nouvelle reconnaissance travailleur handicapé. 2, permis polyvalence et maintien dans l'emploi du collaborateur. Et ça fait passer à quelque chose de routinier, qui rassure, qui cadre et qui permet de garder un repère, à être capable de se développer, tout en aménageant de façon succincte le poste, parce qu'on n'a pas forcément besoin de toujours de matériel. Et ça me fait rappeler que... Petit rappel juridique, c'est que les aménagements de poste, donc l'aménagement raisonnable d'un poste, c'est quelque chose qui est une obligation pour un travailleur en situation de handicap. Petite définition, ce sera intéressant de l'avoir en tête, l'aménagement raisonnable, c'est l'ensemble des adaptations nécessaires et appropriées pour permettre à une personne en situation de handicap d'exercer ses droits et ses activités salariales dans les mêmes conditions que les collègues. Ça veut dire, je vais prendre quelqu'un qui a un problème dorsal et cervical. Il va avoir besoin d'un bureau et d'une chaise comme tout le monde. Par contre, on va se rendre compte qu'il va avoir besoin de surélever les écrans, d'un fauteuil peut-être plus adapté, avec support des bras, support complet cervical, tête et autres, mais peut-être d'aller réfléchir à un bureau en hauteur, d'avoir un bureau qui fait assis debout. Et ça, c'est une réflexion qu'on va aller adapter parce que c'est un aménagement financier raisonnable, d'où le nom aménagement raisonnable, qui va être subventionné, comme tu disais tout à l'heure, la GFIP, c'est ma banque. C'est là où on va aller chercher l'aide financière. Donc, c'est pas un delta majoritaire. C'est pas forcément de se dire, bah voilà, la personne, elle est en situation de handicap moteur. J'ai un escalier. Et je vais devoir mettre en place un ascenseur. Financièrement, mettre en place un ascenseur, on n'est plus sur de l'aménagement raisonnable, on est sur un changement de bâti, des choses comme ça. Ouais. Et là, on va dire, est-ce que c'est raisonnable de continuer ou est-ce que je fais d'autres modifications? Voilà, on n'est pas sur le niveau. Ça peut être de la formation, ça peut être du tutorat pour, par exemple, des personnes avec des pathologies psy où on a besoin de reformuler des choses comme ça. Ça peut être des besoins de temps de travail différents. Voilà, et là, on est dans une adaptation d'aménagement raisonnable où c'est une adaptation d'organisation d'équipe et ça nécessite pas une adaptation financière. Mais qui finalement revient à répondre à n'importe quelle forme d'adaptation, Anne-Sophie, parce que des adaptations horaires liées à un handicap, on fait les mêmes types d'adaptations horaires liées à une contrainte familiale, par exemple, alors dans la mesure du possible, bien évidemment, et de l'exécution de la tâche.
mais on est là-dessus. Et donc finalement, ce que ça vient soulever, c'est que les aménagements qu'on peut faire pour les uns servent inévitablement les autres à un certain moment. Et ça me fait penser à quelque chose qui est important, je trouve, notamment dans nos métiers en RH, c'est la notion d'équité versus égalité. L'égalité, c'est la même chose pour tous. Donc, on ne se pose pas de questions. On a les mêmes dotations, on a les mêmes obligations, les mêmes droits, et les mêmes règles du jeu. L'équité, c'est différent. L'équité, c'est être capable de proposer des choses différentes où chacun va y trouver son compte à un moment donné, y compris des aménagements d'horaire, comme ce qu'on vient d'expliquer, et y compris aussi des aménagements comme ce que tu viens de citer, où moi, j'ai peut-être besoin d'une chaise simple et puis mon collègue d'à côté d'une chaise adaptée. Et en fait, c'est OK, c'est un outil de travail, pour le coup. Et puis, on va aller plus loin que ça. Souvent, la réflexion d'un aménagement adapté ou d'une organisation différente, elle sert au quotidien à nous tous autour. Oui. L'avoir mis en place des bureaux assis debout, c'est devenu une pratique courante où on se rend compte que des emplois administratifs ou dans les bureaux, on est vraiment systématiquement à pas bouger. Le fait de pouvoir mettre un bureau assis debout, déjà, on va mobiliser le corps, on va éviter aussi des tensions, des problématiques de dos, dorsale, de coude et autres, et qui vont limiter les maladies professionnelles. Et on va plus loin, moi, je l'ai mis en place dans une structure, c'est de mettre des tapis de marche sur ces bureaux. Ça veut dire, voilà, doucement, alors sans marcher vite, sans courir, hein, mais d'avoir une mobilisation du corps pour pas être endolori, pour pas être engourdi, et de pouvoir marcher, stimuler. Ça aussi stimule la réflexion au niveau cérébral, et en fait, ça sert à tout le monde. Cette réflexion qu'on va avoir pour une personne en particulier, elle peut servir à l'ensemble de l'équipe, et du coup, c'est notre pépite, hein. Ça vient que notre travailleur handicapé devient une pépite et on vient changer le regard derrière, quoi. Et tu as raison, et tu vois, peut-être pour renforcer ce côté, ça sert à tous. Tout à l'heure, tu évoquais des aménagements succincts et notamment tu as parlé de formation. Alors, je pense formation, je pense aussi animation de réunion, par exemple. En fait, on a dû faire des aménagements, nous, dans un cadre plutôt d'une équipe projet. En fait, dans une équipe projet, on avait un collègue qui avait des troubles de l'attention. Et pour le coup, les formats qu'on avait l'habitude d'utiliser, format de réunion relativement longue, où on échange beaucoup, on partage, mais il faut se dire les choses, parfois il y a peu de prise de décision et encore moins de prise d'action. Il s'y retrouvait pas du tout. Et en fait, on le perdait, mais très, très vite. Et ça nous a obligés à repenser nos formats de réunion, où on est passé à des formats très courts. Donc, en gros, on est sur 15 minutes de prise de parole, échange, plutôt, on va dire, théorie. Voilà. Et 5 minutes systématiquement ensuite de prise de décision, action, où on se met aussi en mouvement, etc. Et on renouvelle ce rythme si on a besoin, parce qu'en 20 minutes, parfois, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. En fait, cet aménagement qu'on a fait à la base pour lui, pour nous, il est juste incroyable. En fait, il nous a permis de nous mettre en mouvement, en dynamique, d'essentialiser tous nos discours et de systématiquement, pour chaque tranche de prise de parole, il y avait une prise d'acte ou de décision à un moment donné qui était faite. Donc, comme tu viens de le souligner, finalement, d'une soi-disant problématique, on en fait une opportunité qui convient à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment juste incroyable. Et puis, si on avait un autre petit tip sur les réunions, c'est systématiquement un compte rendu de fait, systématiquement une convocation, entre guillemets, hein, ou au moins un mail d'invitation avec l'ordre du jour. Pourquoi l'ordre du jour? Parce que ça nous paraît tellement logique, mais en fait, pour quelqu'un qui est autiste, qui est TDAH, avec ou sans hyperactivité, avec ou sans hyper-émotion et autres, on peut aller dans plein de choses, hein, il y a plein de possibilités différentes, mais c'est de se préparer à ce qu'il va entendre, c'est de se préparer à ce qu'il va avoir à dire, s'il a des éléments à donner. C'est de voir le compte rendu et du coup d'être en mesure de le relire s'il a oublié des éléments. Et c'est pas 3 mois après, c'est le jour même ou le lendemain. Pour ça, on a de l'automatisation et il y en a qui seront pas contents, mais l'IA va nous servir dessus. L'IA, bien sûr. L'IA sur un compte rendu de réunion, si tout le monde est d'accord pour une prise de transcription et sur une prise de parole, tant qu'il n'y a pas d'éléments confidentiels et autres, c'est hyper intéressant là-dessus.
Et on va surtout aussi se dire, voilà, tu disais donner un rythme. C'est quand une personne parle par-dessus parce que du coup, la personne qui est en situation de besoin spécifique, bah, ne comprendra Mm. jamais ce qui se passe. C'est aussi pas faire 50 slides, ça sert à rien. C'est penser à un dyslexique ou à un daltonien en réunion, c'est d'avoir des Tout à fait. schémas ou des choses simples. En fait, on est dans une culture de la réunionnite en France qui est importante. C'est un lieu important où il se passe beaucoup de choses, mais c'est un lieu aussi qui doit être accessible et penser Mm. Mm. accessibilité. Et plus on devient accessible en réunion, plus on arrive à prendre des décisions claires et rapides derrière. Donc ça, c'est Ouais, hyper complètement. intéressant. Ça me fait Et penser. Vas-y. oui, non, non, pardon, parce que tu vois, quand on parlait de ça, et je me dis, bah, du coup, c'est à chaque fois des aménagements, soit matériels, soit d'équipements, etc. Mais en fait, je pense à un prisme qui est complètement différent, qui est plutôt une adaptation de notre attitude. Ça me fait penser à ça parce que finalement, parfois, c'est même pas des aménagements en fait que ça vient chercher, mais des attitudes. Et là, j'ai une histoire collaborateur qui me revient, qui est plutôt celle de Maël, qui est approvisionneur. Et pour le coup, je me souviens cette journée-là, on recevait notre directeur régional sur site. Bon, autant dire que en général, c'est le branle-bas de combat depuis une semaine. C'est pas le truc qui se passe tous les jours. Ça se prépare un petit peu. Du coup, on fait plutôt une grande messe le matin avec un petit déj un peu amélioré avec les collaborateurs du site qui sont présents dans le réfectoire. Et bon, tout se passe bien. Le midi, on va plutôt avec le comité de direction manger avec le directeur régional. Et là, il vient m'interpeller et il me dit que bah, il a été étonné par l'attitude de certains collaborateurs. Et il me dit notamment par un qui n'a pas l'air d'être du tout corporate parce que il m'a à peine calculé, encore moins dit bonjour. Bon, euh, ok. Et bah, dans Tact, je vois pas trop de qui il parle, mais ça se peut. Enfin, je veux dire, sur un effectif important, on a tout dans une entreprise. Et au retour du déjeuner, on croise cette personne. En tout cas, elle est pas loin. Et donc, le directeur régional me montre en plus le collaborateur. Et là, je comprends. Et là, en fait, je comprends. Et en fait, Maël, c'est pas qu'il est pas corporate du tout, bien au contraire, parce qu'il a une ancienneté de dingue. Mais par contre, il est malvoyant. Et en fait, il a un œil qui fonctionne très mal, pour pas dire où il voit quasiment pas de son œil gauche. Et donc, je l'explique au directeur régional en disant, mais en fait, je pense qu'il t'a effectivement pas calculé parce que pas vu. Tout simplement, en fonction de où tu étais peut-être positionné à ce moment-là. Est-ce que peut-être il y avait en plus du monde? Est-ce que tu étais du bon côté ou pas de Maël, etc., etc. Et du coup, ça l'a un peu titillé. Parce que quand même, on a échangé ensemble et on s'est dit, ouais, tu vois, l'impression, on n'a jamais deux occasions de faire une première bonne impression. Et du coup, il y est allé, mais il y est allé complètement différemment. Alors, pour le coup, je lui ai un peu décodé quand même comment on approche, nous, Maël, quand on a besoin de l'approcher véritablement. Et il y est allé différemment, c'est-à-dire qu'il y est allé en s'annonçant quand il est arrivé auprès de lui. Ne serait-ce que nom, prénom et votre directeur régional. Et Maël s'est stoppé, il l'a salué. Ils ont eu un échange, mais normal, entre tiens, c'est quoi ton job, qu'est-ce qui fait l'intérêt de ton métier, etc. Bon, bref. Et lui, ce qu'il avait capté de la visite du site, donc un échange pour le coup très intéressé de la part de Maël. Et il est revenu me voir et il m'a dit, mais cette petite interview change mon regard. Mais oui. Et je ne me rends absolument pas compte qu'effectivement, j'ai jugé très vite sur cette fameuse première impression, alors que peut-être mon comportement n'était pas adapté. Pas parce que je l'ai voulu sciemment, mais parce que je ne savais pas forcément et parce que c'est quelque chose auquel je ne prête mais aucune attention. Et voilà, donc tout ça pour dire que parfois, ce n'est pas du tout des aménagements matériels, mais plutôt des aménagements posturaux, j'ai Humain, envie de oui. dire, ou comportementaux.
et qui peuvent nous apporter beaucoup parce qu'effectivement, c'est des choses auxquelles on ne pense pas naturellement quand on n'est pas confronté à ça. Et après, on y prête attention. Et on y prête attention, pour le coup, pour tous. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà, je referme ce chapitre-là. Cette question, c'est ce qu'on... Quand on ne voit pas, quand on ne sait pas, est-ce qu'on s'est accompagné, est-ce qu'on s'est regardé sans juger? On est né humain et on est né pour apprendre à juger, pour jauger les choses, pour évaluer et savoir comment on s'oriente. Mais du coup, on a cette transformation qui est négative, de juger tout de suite de façon négative quelqu'un qui vient pas en validation de ce qu'on aurait eu besoin, parce qu'il y a un besoin différent et c'est là où l'information et la formation est nécessaire. Et du coup, ça me fait penser aujourd'hui comment tu viendrais agir concrètement avec des leviers RH simples. On a différents leviers intéressants. Est-ce que toi, tu aurais des actions, des actions concrètes pour venir travailler un peu autour de la marque employeur, autour d'histoire et d'organisation de pilotage stratégique RH pour se dire, bah, voilà ce qu'on a constaté et comment on a mis en place là un peu ce qu'on peut dire, là, ce que tu nous donnes en info. Ouais. Alors oui, j'ai un peu préparé quand même ces leviers en me disant que on allait devoir vous transmettre des choses au travers ce webinaire. Globalement, 5 leviers, peut-être qui sont peut-être 5 étapes ou 5 approches ou 5 points que vous pouvez aller enclencher. Un premier qui finalement reprend un peu ce que je vous ai dit au démarrage, c'est instaurer le cadre de confiance. Donc, c'est comment je viens vulgariser, comment je viens traduire cette obligation en quelque chose de très, très simple, et notamment en faisant appel à vos partenaires. Partenaires AGEFIP, sur une intervention, par exemple, sur le handicap. Ça, c'est une première chose, première petite action que vous pouvez mettre en avant. Une deuxième action, si vous êtes un peu plus avancé, c'est que vous pouvez mettre en place des duodés. Et donc là, c'est des journées faciles à mettre en œuvre et qui permettent d'ouvrir le regard justement et d'aborder les choses avec un comportement et une attitude différente, où vous avez une personne en situation de handicap avec une personne en situation, sans handicap du tout, et qui œuvre dans le même environnement et sur les mêmes missions. Donc ça, c'est des choses très faciles à mettre en œuvre et où vos partenaires peuvent vous accompagner. Une autre action en faveur de ça, très simple, c'est rajouter une phrase type inclusive dans toutes vos offres d'emploi. Ne serait-ce que ça vient instaurer le cadre de confiance global que vous posez autour du handicap dans votre politique RH. Et dernière peut-être action dont tu as un peu effleuré les choses, ajouter des pictos au sein de votre entreprise. Plutôt que d'avoir que du lettrage, ajouter des pictos quand vous pouvez le faire et quand ça vous semble être indispensable. Il ne faut pas en mettre partout, c'est pas l'idée, mais par contre, c'est important et de ce fait, vous rendez accessible le handicap et pour le coup, vous pouvez libérer la prise de parole. Donc ça, c'était plutôt le premier levier, instaurer le cadre de confiance. Le deuxième, peut-être détecter sans étiqueter. Alors, dans détecter, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir recruter sans étiqueter. Il peut y avoir aussi détecter en interne des situations qui seraient des situations de handicap non visibles et non connues par vous. Et là, ça revient aussi aux différents partenariats qu'on peut mettre en œuvre. Alors, soit par des approches directes. Donc ça peut être vous, quand vous faites vos tours de présence dans vos organisations, par votre questionnement auprès des collaborateurs, vous détectez parfois, vous décelez des choses. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous pouvez avoir des actions un peu plus poussive, j'ai envie de dire, et vous pouvez éventuellement, alors surtout dans des TPE, des PME, les grosses entreprises, c'est plus difficile, mais mettre en place des autodiagnostics ergonomiques avec un système de questionnaire extrêmement simple, basique, avec 3-4 questions. J'en avais noté une. Avez-vous des douleurs ou des difficultés de concentration ou de vue quand vous exercez votre activité, par exemple? Après, le collaborateur répond ou ne répond pas, mais en tout cas, ça vous permet peut-être, vous, de recueillir des situations qui aujourd'hui sont de la gêne,
pour les transformer éventuellement en aménagement de postes, coûteux ou non coûteux, en tout cas avec financement ou non, mais en tout cas des aménagements simples. Et je te coupe, Donc là, l'objectif... Oui, pardon, vas-y, je te dis-moi, coupe Anne-Sophie. dessus, c'est hyper intéressant, c'est qu'en même temps, tu es dans la prévention. Donc dans la RSE, Oui, dans la responsabilité, quand même, on n'est pas que sur de la réflexion handicap, mais on est aussi sur de la prévention mm. dans son emploi, dans sa stratégie de pilotage d'environnement et de sécurité en emploi. Et franchement, ça, c'est en plus une pépite supplémentaire à mettre en avant. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est comment on arrête de se focaliser uniquement sur notre obligation et nos fameux 6%, et Mm, comment on passe à un engagement mm, stratégique RH. mm, mm. Voire, ça fait partie de notre système de valeurs et c'est OK et on y va. Et donc forcément, l'approche est complètement différente. Et donc peut-être que je peux rebondir sur un autre des leviers que j'avais mis, donc un troisième levier, qui était celui de piloter intelligemment. En fait, je pilote pas que du financement ou des 6%, mais peut-être que je peux piloter différemment. Et notamment, nous, on avait eu à mettre en place finalement un dashboard de pilotage qui pilotait plus du tout uniquement ça. Bien sûr, on le pilote, hein, faut pas être stupide, mais c'est la conséquence finalement de tout ce qu'on fait. Donc, on est venu piloter autre chose. On est venu piloter le nombre d'actions de sensibilisation qu'on a mis en place dans l'année. On est venu piloter le nombre d'aménagements qu'on a pu mettre en œuvre avec ou sans financement. Voilà, on est venu piloter plutôt non pas le taux le taux de recrutement, mais plus le taux d'employabilité et surtout de rétention de nos collaborateurs en situation de Ça, c'est handicap. intéressant. Même si on va lever un tabou ou pas, mais même si on sait qu'ils sont hyper fidèles et en général, ils ont des taux de fidélisation et taux d'absentéisme beaucoup plus intéressants. Donc, mais en tout cas, ça, c'est un troisième levier qui est hyper intéressant, c'est changer aussi vos prismes dans vos dashboards ou dans vos data RH. Ne focalisez pas que sur l'obligation et rendez peut-être aussi un petit peu plus sexy cette obligation et ce pilotage, notamment auprès de vos managers. C'est ça. Et ça, c'est important pour les embarquer. Bah, voilà. Un autre sujet, puisque je parle des managers, c'est s'appuyer de son écosystème. On en a beaucoup parlé. Vraiment, moi, je vous invite à vous faire accompagner de Cap Emploi pour réorganiser vos sessions de recrutement différemment. Plutôt que de recruter en face-to-face de façon très classique, organiser parfois des sessions de recrutement et d'ailleurs mixer les populations. Vous avez des valides et des collaborateurs en situation de handicap et c'est là où ça devient intéressant et où justement vos sessions de recrutement prennent aussi une teinte très différente et qui peut être appréciée de vos candidats. Parce qu'on ne se plante pas non plus, hein, la génération Z, aujourd'hui, elle aime les entreprises à engagement. Bah, ça, c'en est un. Alors, certains vont être sensibles à ça, d'autres à tout ce qui est plutôt environnemental ou autre, que sais-je. Mais en tout cas, vous parlerez à une tranche de la population, ça c'est sûr. Et puis peut-être le dernier levier, donc ça c'était s'appuyer sur son écosystème, on avait piloté intelligemment, détecter sans étiqueter, instaurer un cadre. Et le cinquième que j'avais dit, c'était comment on accompagne aussi sans complexité. Et là, pareil, en fonction de votre niveau de maturité où vous en êtes, il y a bien évidemment, et tu en as parlé Anne-Sophie, l'accompagnement des managers par la formation, ce genre de choses, mais c'est aussi comment vous allez peut-être au-delà de votre référent handicap, qui est souvent vous, RH, c'est comment vous mettez peut-être en place des relais handicap. Et les relais handicap, c'est des collaborateurs volontaires. C'est ceux qui ont envie de s'engager là-dedans. Alors bien sûr, vous allez quand même les accompagner, les former parce que c'est important, mais au moins, ils vont véhiculer cette image et cette simplicité handicap au sein de votre organisation et ils seront aussi vos yeux. Ils seront aussi vos bras armés ou les bras armés de vos managers pour détecter des situations complexes, pour amorcer des problématiques ou pour venir être des solveurs et apporteurs de solutions. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc ça, c'était peut-être les 5 leviers que je pouvais vous livrer et qui, à mon sens, viennent en plus brosser
énormément de pans RH. Si maintenant on doit parler terminologie RH, on peut parler attractivité, on va parler de marque employeur, on va parler de valeur d'entreprise ou de cadre de référence de l'entreprise, on va parler de style managérial, voire leadership, on peut le rajouter dedans. Oui. On va parler de climat social et je l'ai effectivement pas cité, mais si vous avez un NPS dans votre entreprise, rajoutez une question sur le handicap dans votre NPS. Ça permet de marketer ça aussi. Et puis sur le côté très authentique, finalement, des valeurs que vous prenez au sein de votre entreprise, quoi. Et je trouve que ça vient mettre l'accent sur ce que je disais tout à l'heure, c'est comment d'une situation compliquée, un peu taboue, on en fait un vrai levier stratégique et de différenciation. Oui, et puis comment cette stratégie et ce pilotage, on peut peut-être la réfléchir avec cette marque employeur en disant, voilà, j'ai des personnes en situation de handicap dans mon entreprise. Je vais les accompagner à être reconnus et à se faire valoir. J'ai le pan aussi recrutement. Comme tu disais tout à l'heure, les sessions de recrutement, je mixe les populations, personnes en situation de handicap, lambda, parce que ça plaît aux générations Z avec l'engagement. Mais c'est aussi de se dire, je suis une entreprise, mais je n'atteins pas encore mes 6%. Et puis j'ai le droit d'aller au-delà de ces 6%. C'est pas parce qu'il y a une limite de quota qu'on est obligé de c'est pas rester un à ce plafond. quota-là. C'est pas un plafond. C'est de se dire, est-ce que je fais des achats inclusifs? Est-ce que je fais des achats donc responsables? Donc est-ce que je réfléchis à travailler avec des ESAT, donc des établissements et services d'accompagnement par le travail? Est-ce que je travaille avec des entreprises adaptées? Donc ça, ce sont des établissements médico-sociaux et droit du travail lambda qui sont là avec des personnes en situation de handicap et qui fournissent des services. Ça peut être, par exemple, il y a des entreprises qui font de la vente de produits d'entretien, d'aménagement et autres. Pour pouvoir, j'achète des produits pour nettoyer et donner aux personnes qui s'occupent de mon entretien des locaux des produits solidaires. Est-ce que je fais intervenir un ESAT et c'est eux qui font l'espace vert? C'est aussi ça. Alors, c'est pas parce que j'emploie un travailleur d'ESAT que je vais avoir un travailleur pour moi à temps plein. Évidemment, c'est pas du donnant-donnant, un à taux plein, mais c'est quelque chose qui est déductible de son OETH et qui peut venir réfléchir. Donc ça, on a ça à avoir en tête, c'est que ce pilotage, on a en interne, mais il faut le réfléchir aussi avec nos partenaires externes parce que c'est aussi montrer sa marque employeur et c'est avoir cette petite lueur de dire voilà, je vais au-delà de ce que je peux réfléchir en interne. Ça donne une attractivité employeur aussi en plus, ça donne un engagement. Souvent, les collaborateurs, on les informe de ce fonctionnement et il y en a plein qui viennent valider et du coup qui s'engagent avec l'entreprise dans voilà, tel jour, je sais qu'il y a les actes qui passent, on se gare autrement et on va anticiper, on va être bienveillant, on va avoir et ça met un climat social et ça va venir donner des éléments que tu viens de donner avec des valeurs RH derrière en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pour moi, les entreprises, elles feront jamais assez et on fera jamais assez parce que l'inclusion, je vois pas pourquoi on met ce mot-là pour dire aujourd'hui on inclut. On devrait être dans un système d'égalité, comme tu disais tout à l'heure, et d'équité. C'est toute personne lambda avec une situation ou non de handicap, parce que moi, tu me mets dans une pièce, aujourd'hui, je suis pas en situation de handicap, mais tu me mettrais dans une pièce en hauteur avec du vide, un plateau en verre, en sol, tout ça, là, ce serait moi qui serais en situation de handicap parce que je serais pas capable de traverser. Et en fait, c'est se dire, en fait, à tout moment, on peut être confronté à un élément de notre vie qui va nous mettre dans une situation de faiblesse et on va avoir un besoin spécifique. Je me casse un bras, je me casse une jambe, je perds la perte d'un être proche et du coup, ça me met en fragilité psychique. C'est des éléments qu'on peut réfléchir, on n'est pas, et ça nous engage à notre stratégie RH à réfléchir autrement. Donc, c'est vraiment quelque chose où le collaborateur est intéressant à avoir en tête là-dessus.
Et tu vois, en fait, on a gagné ou on aura gagné, parce que parfois c'est long, hein, il faut se le dire. C'est pour ça que j'ai essayé parfois de donner des petites actions à mettre en œuvre très vite, et puis d'autres qui mettent beaucoup plus de temps, hein. Attention, vous y trompez pas, parfois ça met beaucoup de temps aussi de pouvoir installer ce climat, plus de confiance, etc. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de se mettre en dynamique et de tester des choses et d'avancer. Mais je me dis qu'on aura gagné quand finalement le handicap, on le verra plus comme une maladie ou une problématique majeure, mais plus comme des situations qui nécessitent agilité, organisation et de repenser en fait notre stratégie, comme tu viens de le dire. On a tous à un moment donné à vivre des situations de handicap en fonction du contexte. Soyons agiles et sachons adapter nos organisations à ça, que ce soit de façon temporaire ou durable, mais c'est vraiment important. Voilà, tu nous fais une belle conclusion. C'est Parfait. parfait. Comme quoi, l'inclusion, c'est pas un sujet à part, mais c'est vraiment un levier de performance durable. C'est vraiment ce que tu dis. Heu et c'est surtout un pilotage réfléchi, de marque employeur à mettre en place et pas se dire: «J'ai une obligation, je vais l'atteindre», mais de: «Qu'est-ce que je fais de cette obligation-là et comment je m'en occupe?» et à bras le corps pour réfléchir à comment je travaille de façon sensée avec tous ces éléments-là. Mm. Merci pour ce temps d'échange. Merci à toi Merci à toi également. Merci à tous. et puis je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire d'Andiref et puis, à bientôt Elodie, parce que je pense que nous aurons d'autres sujets peut-être à évoquer ensemble, Avec prochainement. plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.